BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Il est midi 20, je vous le disais, c'est Franck Riester qui est avec nous. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour ministre délégué en charge du commerce extérieur et de l'attractivité. C'est de ça qu'on va parler, Franck Riester, parce que les chiffres qui sont tombés ce matin sont bons. C'est le cabinet EY dont les chiffres sont toujours très attendus qui nous le dit. Bah oui, contre vents et marées, la France est restée en 2020 le pays le plus attractif d'Europe. Voilà. L'an dernier, la France est restée en tête avec 985 projets. Quand même une baisse de 18%. Qui était moins marqué ailleurs, je crois, UK moins 12%, Allemagne moins 4%. Vous voulez regarder comment ces chiffres, vous, globalement, Franck Riester? C'est une grande satisfaction de voir que la France est encore en haut du classement des pays européens en termes d'attractivité, c'est-à-dire en termes de projets d'investissement étranger sur son sol. Près de 1000 projets, alors qu'on a eu la crise Covid. On partait de très haut en 2019, d'où la baisse peut-être plus importante que dans d'autres pays, mais enfin on reste devant. Et on reste devant, ce qui démontre bien que le travail de fond paye et que la transformation du pays opérée depuis maintenant 2017, les mesures de protection de notre économie et le plan de relance contribuent à ce que les investisseurs continuent de choisir la France. En plus, nous avons des investisseurs qui investissent beaucoup dans l'industrie. On est premier et loin devant en termes d'industrie, qui investissent partout en France. Et pour nous, ça c'est très important. 40% des projets sont dans des communes de moins de 20 000 habitants. Donc c'est pas un développement et un investissement que dans les grandes métropoles, c'est partout sur le territoire. Et c'est très créateur d'emplois, puisqu'on est largement aussi devant en termes d'emplois, 30 000 emplois créés par la France grâce à ces projets-là. Donc on voit bien que la politique qui vise à améliorer la compétitivité de notre pays, à attirer les meilleurs, les talents, d'investir dans l'avenir, dans les technologies d'avenir, est perçue positivement par les investisseurs qui, pour 60% d'entre eux d'ailleurs, parce que, enfin en tout cas, 60% des projets sont issus d'investisseurs qui sont déjà en France, qui continuent de choisir la France. Donc ils se sentent bien en France et c'est évidemment une grande satisfaction. Les chiffres sont bons, effectivement. On reste en tête, évidemment. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Je disais moins 18% de projets quand même en France, moins 12% au UK, moins 4% en Allemagne. Aussi parce qu'on a pâti de report ou d'abandon de projets dans des secteurs sur lesquels la France est très très forte. Aéronautique, automobile, industrie de services. Voilà. Oui. Est-ce que c'est ça qui a joué en notre défaveur aussi, vous diriez quelque part quand même? Oui, je pense vraiment qu'on était très haut en 2019, très largement devant. Donc évidemment, quand on part de très haut, on peut descendre un peu plus vite, on reste quand même en haut. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'investissements dans les secteurs que vous citez, qui ont été un peu reportés ou décalés, parce que ce sont des secteurs qui sont particulièrement touchés par la crise, notamment l'aéronautique, qui a été particulièrement touchée. Pour autant, je crois vraiment que ce qu'il faut retenir, c'est la première place, 2, la diversité des projets, et notamment des projets industriels. Et on a souvent dit, et ce qui était une réalité, que la France n'était pas suffisamment compétitive en matière industrielle, d'où la désindustrialisation du pays. Et bien là, la stratégie du président de la République, qui est de miser sur la compétitivité du pays, pour créer la richesse en France, créer des emplois en France et ensuite se déployer à l'international est la bonne. Un mot quand même sur le plan de soutien, parce que les investisseurs le disent, le plan de soutien, mais ils avaient prévenu les investisseurs qui regarderaient au cas par cas l'ampleur des plans de soutien dans les différents pays. Effectivement, là on dit, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une aide massive bien plus marquée en France que dans d'autres pays et que ça aussi ça a joué. Mais effectivement, ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la fin du quoi qu'il en coûte, elle arrive. Qu'est-ce qui se passe derrière quand on commence à débrancher les perfusions finalement Oui, alors d'abord, effectivement, ça a été très bien perçu, c'était très utile. On n'a pas très peu de défaillances en 2020. On a maintenu nos talents, c'est-à-dire les salariés des entreprises, dans les entreprises pour qu'ensuite elles puissent tout de suite repartir fort. Et c'est ce qu'on constate là depuis quelques semaines maintenant en 2021 avec un rebond très fort de l'économie, comme l'a rappelé Bruno Le Maire. Et nous souhaitons vraiment qu'on puisse passer progressivement dans un dispositif normal. On ne veut pas tout couper d'un seul coup, parce qu'il faut qu'on continue à accompagner et surtout qu'on ne casse pas tous les efforts que nous avons faits en 2020 et depuis le début de la crise, un soutien massif, rapide à l'économie, ce qui serait vraiment, alors là pour le coup, une mauvaise décision, parce que ça ne nous permettrait pas de profiter du rebond qu'on souhaite. Mesures d'urgence massives, rapides. Plan de relance ambitieux, misant sur l'investissement et les talents. Et transformation du pays depuis 2017. Quand je discute avec des investisseurs étrangers, ils me disent, mais
mais c'est vrai que sur la fiscalité, la France était très en retard. Vous avez fait beaucoup. La suppression de l'ISF sur la partie valeur mobilière, la baisse des revenus du capital, enfin la fiscalité des revenus du capital, avec la flat tax à 30%, la baisse de l'impôt sur les sociétés, on sera à 25% en 2022. Dans la norme européenne. Dans la norme européenne, nous étions à 33 en 2017. Exactement. Et la baisse des impôts de production, 10 milliards en 2021, 10 milliards en 2022. Et quand on prend industrie par industrie, ça se voit, c'est très net ce que ça leur apporte en termes de souplesse budgétaire pour pouvoir investir. Combien d'entreprises qui me disent, grâce à cette baisse d'impôts de production, on va investir dans l'outil productif, elles sont nombreuses. Ils saluent tout ça, les investisseurs. Les réformes, vous en avez parlé, la réforme de la fiscalité, l'IS, la baisse des impôts de production, mais on a l'impression que les investisseurs nous disent il va nous en falloir plus. Il va falloir continuer à nous raconter une histoire, voilà, véritablement. Accélérer aussi sur les réformes, eux-mêmes le disent, que ce soit les retraites, l'assurance chômage. Alors, on ne raconte pas d'histoire. Hein. Non, je dis histoire pour nous attirer. Oui, je comprends bien. C'est pas péjoratif. Non, mais j'ai bien compris. Mais dire... le président de la République s'est engagé, il tient ses engagements. Et bien évidemment, la volonté, c'est de continuer de transformer. C'est pour ça qu'on veut, au 1er juillet, mettre en œuvre la réforme de l'assurance chômage. C'est pour ça qu'on transforme l'organisation de la fonction publique et notamment des cadres dirigeants de la fonction publique avec tout le dispositif de suppression de l'ENA, la transformation de l'ENA dans un dispositif qui permettra davantage la mobilité au sein de la haute administration française pour davantage d'évolution au mérite plus que le fruit d'un examen à 25 ans, même si cet examen est important et on continuera évidemment d'avoir des examens pour rentrer dans la haute fonction publique, mais on a besoin de plus s'appuyer sur les résultats dans la haute fonction publique. Et c'est pour ça qu'on souhaite réformer le système de retraite pour garantir sa pérennité dans le temps. Et parce qu'on a objectivement besoin globalement de davantage de travail en France pour relever le défi de cette relance et de ce rebond auquel on veut prendre toute notre part. Il y a des attentes des investisseurs sur la fiscalité, encore sur les réformes. Est-ce que l'imminence de l'élection présidentielle est un sujet pour les investisseurs aujourd'hui? On est à 1 an maintenant des élections présidentielles à peine. La question que peut se poser les investisseurs, c'est qui sera président l'an prochain? Est-ce que la France restera aussi pro-business dans les prochaines années qu'elle l'a été ces dernières années finalement? Est-ce que c'est un souci pour les investisseurs? Est-ce qu'on vous en parle, vous, régulièrement? Écoutez, non, on n'en a pas parlé récemment. C'est un sujet, vous reconnaissez que c'est un sujet? Oui, écoutez, on est dans une démocratie, il y a des échéances. Bien sûr. À chacun de se prononcer en fonction de ce qu'il croit bon. Nous, évidemment, on souhaite que la transformation continue. En tout cas, jusqu'aux élections présidentielles, les réformes vont continuer au service de la compétitivité de notre pays, au service de son attractivité. Ce que me disent les investisseurs, c'est certain, c'est qu'au moins les engagements étaient tenus et ont été tenus dans le temps. Vous savez, il y a eu une pression très forte politique, par exemple sur la suppression de l'ISF, en disant écoutez, c'est pas possible, c'est l'impôt des riches, etc. Et bien, les chefs d'entreprise et les investisseurs ont apprécié que le président de la République ne lâche pas, tienne ses engagements, tienne sa réforme, malgré la pression politique de certains. Parce que c'est une bonne mesure. Parce que c'est comme ça qu'on va réussir à avoir en France le capital sur le temps long qui nous manquait jusqu'alors. C'est comme ça qu'on aura les PME et ETI familiales sur le temps long qui nous manquent par rapport aux Italiens, par exemple, ou par rapport aux Allemands. Et donc le fait de tenir ces engagements et les tenir dans le temps long, ça c'est de nature à rassurer les investisseurs. Après l'échéance de 2022, croyez-moi que moi je serai un des premiers défenseurs de la pérennité après 2022 de cette transformation du pays en profondeur. On a encore beaucoup de choses à faire. Mais enfin déjà, ce qui a été fait nous permet aujourd'hui, depuis 2 ans de suite, d'être au top de l'attractivité, en termes d'attractivité en Europe, devant le Royaume-Uni, devant l'Allemagne, ce qui est évidemment inédit. Il nous reste 1 minute, Monsieur le Ministre. Une question, alors ça c'est un sujet cher au Président de la République, c'est la relocalisation d'activités. On a une majorité des investisseurs qui disent oui, j'envisage, je réfléchis à la possibilité de relocaliser en France notamment des activités, mais 18% seulement qui disent je suis a priori certain que je vais le faire. Voilà. Là, on sent qu'il y a encore besoin de convaincre. 18% qui sont certains, et puis les autres, il faut y travailler avec eux. Vous savez, on n'a pas de règles, on n'a pas de dogme. Il ne s'agit pas de dire on remet toutes les chaînes de valeur en France, on relocalise tout. Parce que ça n'aurait pas de sens, parce qu'il y a une partie des localisations qui ont du sens, parce que c'est intéressant en termes de complémentarité dans la chaîne de valeur, parce que c'est la seule façon de toucher les marchés dans lesquels nous sommes.
En revanche, cette délocalisation qui ont lieu un certain nombre d'années, il y a un certain nombre d'années qui étaient des mauvaises délocalisations parce que les entreprises se délocalisaient, alors même que c'était pas pour spécialement exporter dans le pays dans lequel elles se localisaient. Et ils l'ont fait parce que la compétitivité du pays n'était pas suffisante. Oui. Maintenant que la compétitivité est bien meilleure, maintenant que des investisseurs étrangers disent nous on choisit la France parce que c'est là où il faut être, eh bien il faut convaincre ces entreprises de relocaliser en France, parce que ça permet d'être plus indépendant d'un certain nombre de pays. C'est un des héritages de la crise, au passage. Exactement. Et puis, deuxièmement, il faut avoir une réflexion de colocalisation différente. Pourquoi aller toujours localiser des parties de chaînes de valeur en Asie, alors que nous avons de l'autre côté de la Méditerranée, en Afrique, des pays qui pourraient absolument convenir en termes de colocalisation. Je suis allé au Maroc il y a quelques mois où on essaye de voir de quelle manière on peut travailler intelligemment ensemble encore davantage. Je reviens d'un voyage en Côte d'Ivoire et au Sénégal, où là aussi il y a un potentiel pour que, en relocalisant nos chaînes de valeur, on en colocalise une partie dans ces pays-là, qui sont plus proches de nous et qui ont un potentiel économique très important. En attendant, la France est restée the place to be, en tout cas en 2020, en matière d'attractivité en Europe. Et on souhaite qu'il en soit autant pour 2021. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci à vous. Merci d'être venu. Franck Riester, ministre délégué en charge du commerce extérieur, de l'attractivité, avec nous sur BFM Business. Merci infiniment. Merci.